Tu as suivi ton plan pendant des semaines, parfois pendant des mois, et à quelques jours de ta course, le doute s'installe. Tu as peur de perdre ta forme, alors tu rajoutes une séance, tu accélères un footing ou tu fais une dernière sortie longue pour te rassurer. Et c'est précisément comme ça que tu peux gâcher ta préparation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir ton affûtage avant un 10 km, un semi-marathon, un marathon ou un trail, et surtout comment éviter l'erreur extrêmement cruelle qui consiste à arriver fatigué sur la ligne de départ alors que tu n'as jamais été aussi bien préparé. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. L'affûtage en course à pied, que certains appellent tapering, représente la dernière phase de ta préparation. Ce n'est pas du repos improvisé et ce n'est surtout pas une semaine pendant laquelle tu dois essayer de rattraper tout ce que tu n'as pas fait auparavant. C'est une période organisée pendant laquelle tu vas réduire ta fatigue tout en préservant les qualités physiques dont tu auras besoin le jour de la course. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que la science recommande, pourquoi la durée de l'affûtage doit changer selon ton épreuve et comment organiser concrètement tes derniers jours. Avant de continuer, indique-moi simplement en commentaire la prochaine course que tu prépares et sa distance. Cela me permettra de voir les épreuves qui reviennent le plus souvent et de préparer des contenus encore plus précis. Commençons par le problème principal. Après plusieurs semaines de préparation, ta condition physique et ta fatigue ont progressé en même temps. Tes entraînements t'ont rendu plus endurant, plus résistant et peut-être plus rapide, mais ils ont aussi laissé des traces. Tes muscles ont subi des contraintes répétées, tes réserves énergétiques ont régulièrement été entamées et ton système nerveux a accumulé de la fatigue. Ta forme est donc bien présente, mais elle reste partiellement masquée. Le rôle de l'affûtage n'est pas de créer une nouvelle condition physique en quelques jours. À ce stade, c'est trop tard. Son rôle consiste à faire disparaître suffisamment de fatigue pour te permettre d'exprimer la condition physique que tu as déjà construite. C'est un point absolument fondamental. Quand tu diminues ton entraînement pendant quelques jours, tu ne deviens pas soudainement moins entraîné, tu laisses simplement ta forme remonter à la surface. La méta-analyse publiée par Laurent Bosquet et son équipe a montré qu'un affûtage d'environ 2 semaines, avec une réduction du volume comprise entre 40 et 1 et 60%, pouvait optimiser la performance. Une méta-analyse plus récente, publiée en 2023 par Wang et ses collaborateurs, confirme l'intérêt d'une réduction progressive du volume tout en conservant de l'intensité et généralement une fréquence d'entraînement assez proche de celle utilisée pendant la préparation. Les gains peuvent sembler modestes, souvent autour de 1 à 3% chez des sportifs entraînés, mais 3% sur un marathon de 4 heures représente plus de 7 minutes. Ce n'est donc pas un détail. Mais attention à ne pas interpréter ces résultats de travers. Conserver l'intensité ne signifie pas conserver la difficulté totale de la séance. Si tu réalises habituellement 6 répétitions à ton allure spécifique, tu peux en conserver 3 ou 4 pendant l'affûtage. Tu retrouves la vitesse et les sensations de la course, mais tu arrêtes la séance bien avant de créer une fatigue importante. Je vais t'expliquer mon arme fatale pour réussir cette phase. Tu conserves le signal, mais tu retires la fatigue. Tu peux garder l'allure, mais tu diminues le nombre de répétitions, la durée des blocs et la durée totale de la séance. C'est extrêmement efficace parce que ton corps continue de reconnaître les allures et les gestes dont il aura besoin sans devoir récupérer d'une nouvelle grosse charge d'entraînement. D'ailleurs, tous les plans d'entraînement que nous fournissons à l'Académie Running et Trail suivent cette logique. L'erreur inverse serait d'arrêter complètement de courir pendant une semaine alors que tu as l'habitude de t'entraîner régulièrement. Tu pourrais alors te sentir engourdi, perdre tes repères et arriver le jour de la course avec des jambes certes reposées, mais sans aucune tonicité. L'affûtage est donc un exercice d'équilibre, ni séance destructrice, ni repos total imposé à tout le monde. Levons maintenant le rideau sur le premier cas, celui du 10 km. Pour cette distance, un affûtage de 5 à 10 jours suffit généralement. Tu dois faire disparaître la fatigue sans perdre la vitesse et la tonicité indispensable pour tenir ton allure. Si tu cours habituellement 4 fois par semaine, tu peux souvent conserver tes 4 rendez-vous, mais en raccourcissant nettement les séances. Le dernier entraînement véritablement structuré
peut être placé environ 5 ou 6 jours avant la course. Il doit contenir un rappel de ton allure 10 km, mais il ne doit surtout pas se transformer en test grandeur nature. Tu dois terminer avec la sensation que tu aurais pu continuer. Pendant les derniers jours, les footings deviennent plus courts et quelques accélérations relâchées peuvent suffire pour conserver de bonnes sensations. Si tu termines une séance à bout de souffle en te demandant si tu seras capable de reproduire cette allure le jour J, tu as probablement été trop loin. La dernière semaine ne sert plus à vérifier ton niveau. La compétition s'en chargera. Avant de passer au semi-marathon, si tu veux apprendre à associer intelligemment plusieurs intensités au sein d'un même entraînement sans transformer chaque séance en épreuve, tu peux télécharger notre guide gratuit sur les séances combinées. Il t'aidera à construire des séances plus efficaces et mieux maîtrisées pour progresser sans accumuler inutilement de fatigue. Le lien se trouve dans la description. Pour le semi-marathon, la logique reste la même, mais l'affûtage peut durer entre 7 et 14 jours. Plus ton volume d'entraînement est élevé et plus tes sorties longues ont été exigeantes, plus tu as intérêt à commencer tôt. La dernière grosse sortie ne doit pas être placée à 4 ou 5 jours de la course. Elle n'apporterait plus aucune adaptation utile et laisserait seulement de la fatigue. Pendant la dernière semaine, tu peux conserver un rappel de l'allure semi sous forme de blocs relativement courts, intégrés dans une séance dont le volume total a fortement diminué. L'objectif est de retrouver ton allure, ta respiration et ton relâchement, pas de prouver que tu peux déjà courir un semi à l'entraînement. Un coureur qui réalise une énorme séance spécifique à quelques jours de son objectif obtient parfois un résultat flatteur sur le moment, mais il risque d'avoir dépensé une partie de ce qu'il voulait utiliser pendant la compétition. C'est extrêmement cruel. Il réussit sa répétition générale et rate la véritable représentation. Le marathon demande encore davantage de prudence. Pour beaucoup de coureurs, un affûtage de 2 semaines constitue une bonne base. Les athlètes qui ont accumulé un gros volume ou qui récupèrent lentement peuvent commencer à réduire leur charge environ 3 semaines avant la course. Une étude portant sur un grand nombre de marathoniens amateurs a d'ailleurs associé les affûtages structurés de 3 semaines à de meilleurs résultats que les affûtages courts ou irréguliers. Cela ne signifie pas que tout le monde doit appliquer exactement 3 semaines, mais cela rappelle une chose essentielle. Tu ne perdras pas ton endurance parce que ta dernière sortie de 30 km se trouve à 2 ou 3 semaines du marathon. En revanche, tu peux arriver encore fatigué si tu repousses cette sortie beaucoup trop près du jour J. Pendant les 2 dernières semaines, la sortie longue diminue franchement. Tu peux conserver un peu d'allure marathon, mais dans des blocs beaucoup plus courts que ceux de la préparation. La dernière semaine doit devenir légère. Quelques minutes à l'allure prévue suffisent pour retrouver le rythme. Tu n'as plus besoin d'apprendre à ton corps à courir longtemps. Tu dois lui permettre de récupérer de toutes les fois où tu l'as déjà fait. Il existe également une erreur fréquente chez les marathoniens. Comme ils courent moins, ils pensent devoir manger moins. Ils diminuent les glucides exactement au moment où leur organisme pourrait reconstituer pleinement ses réserves de glycogène. La réduction de l'entraînement ne doit pas devenir une période de restriction alimentaire. Pour un 10 km, une surcharge glucidique importante est généralement inutile. Pour un semi, les besoins dépendent du niveau, de la durée d'effort et de la stratégie nutritionnelle. Pour un marathon ou un trail long, augmenter les glucides pendant les dernières 36 à 48 heures peut être pertinent à condition d'utiliser des aliments déjà testés et bien tolérés. Il n'est plus nécessaire de provoquer une phase agressive de privation des glucides avant cette recharge. Et la légère prise de poids parfois observée n'est pas forcément mauvaise. Le glycogène est stocké avec de l'eau, voire quelques centaines de grammes supplémentaires sur la balance peut donc simplement signifier que tes réserves sont mieux remplies. Chercher à perdre du poids pendant la dernière semaine est une très mauvaise idée. Passons maintenant au trail, car appliquer aveuglément un affûtage de course sur route serait une erreur. En trail, la fatigue ne vient pas uniquement de la durée et de l'intensité. Le dénivelé, la technicité du terrain et surtout les descentes créent des dommages musculaires importants. Pour un trail court, un affûtage de 7 à 14 jours est souvent adapté. Tu peux conserver quelques montées courtes pour entretenir la puissance et la tonicité, mais le volume de dénivelé doit diminuer. Les longues descentes rapides doivent disparaître suffisamment tôt car elles peuvent laisser des courbatures et une fatigue musculaire pendant plusieurs jours. Pour un trail long ou un ultra, l'affûtage peut durer 2 à 3 semaines. La dernière grosse rando trail ou la dernière très longue sortie
doit être suffisamment éloigné de l'épreuve. Ensuite, tu réduis progressivement le temps passé sur les jambes, le dénivelé et les descentes agressives. Tu peux toujours courir sur tes terrains habituels, mais sans chercher à accumuler les kilomètres et les mètres de dénivelé. L'erreur classique consiste à se dire que le trail prévu comporte 3000 mètres de dénivelé positif et qu'il faut absolument réaliser une dernière sortie avec énormément de dénivelé pour se rassurer. À quelques jours de la course, cette sortie ne te rendra pas meilleur en montée. Elle risque surtout de te rendre moins performant partout. La durée de l'affûtage doit également tenir compte de ton profil. Un coureur qui s'entraîne 3 fois par semaine, avec un volume relativement modéré, n'a pas besoin de supprimer la moitié de ses séances pendant 3 semaines. La baisse deviendrait disproportionnée. Il peut conserver sa fréquence habituelle et raccourcir chaque entraînement. À l'inverse, un coureur qui réalise 6 séances hebdomadaires et vient d'achever plusieurs semaines très chargées aura probablement besoin d'une réduction plus importante. Ton âge, ton sommeil, ton niveau de fatigue, tes contraintes professionnelles et ta capacité habituelle de récupération doivent également entrer dans la décision. La science fournit une direction, pas un emploi du temps universel à copier aveuglément. Si tu arrives au début de l'affûtage déjà très fatigué, il faut parfois réduire davantage. Si ta préparation a été irrégulière et peu volumineuse, un affûtage très long risque au contraire de te laisser sans rythme. Et voici maintenant ce qui se passe pendant les 3 derniers jours. À ce moment-là, aucune grosse séance ne peut encore améliorer ta condition physique pour la compétition. En revanche, elle peut parfaitement laisser de la fatigue, provoquer une douleur ou créer un doute. Tes footings doivent rester faciles et relativement courts. Tu peux effectuer quelques accélérations progressives si tu as l'habitude de le faire, mais tu ne dois introduire ni nouvelles séances, ni nouveaux mouvements de renforcement, ni entraînement inhabituel. Évite également les massages extrêmement appuyés, les longues séances de mobilité agressive ou une nouvelle paire de chaussures portées pour la première fois. Rien de nouveau ne concerne aussi ton alimentation. Le dernier restaurant à la mode, le complément conseillé par un ami, le gel reçu la veille ou le petit déjeuner miraculeux trouvé sur Internet doivent attendre une autre occasion. Ce qui a fonctionné pendant la préparation reste ton option la plus sûre. Le sommeil mérite aussi une place importante, mais sans tomber dans une nouvelle forme de panique. Chercher à dormir parfaitement pendant la seule nuit précédant la course est souvent impossible. Le stress, le départ matinal et l'excitation peuvent perturber cette nuit. Il est beaucoup plus intéressant de protéger ton sommeil pendant toute la semaine, avec des horaires relativement réguliers et une durée adaptée à tes besoins. Une mauvaise nuit la veille ne va pas effacer plusieurs mois d'entraînement. En revanche, enchaîner plusieurs nuits trop courtes peut entretenir ta fatigue. Anticipe également tout ce qui peut créer du stress. Le retrait du dossard, le trajet, le stationnement, le matériel obligatoire, les ravitaillements, la tenue et l'heure du réveil. L'énergie mentale dépensée dans l'improvisation est une énergie que tu ne consacres pas à ta course. Concernant l'hydratation, ne cherche pas à boire des litres d'eau pour constituer des réserves. Le corps ne fonctionne pas comme un réservoir que l'on peut remplir au-delà de ses capacités. Bois régulièrement selon ta soif, tes habitudes et les conditions météorologiques. Si la course se déroule sous la chaleur, ton plan d'hydratation et tes apports en sodium doivent avoir été testés pendant la préparation. Boire excessivement de l'eau peut augmenter le risque d'hyponatrémie, notamment lors des épreuves longues. Une urine extrêmement transparente toute la journée ne représente pas nécessairement un objectif. Là encore, l'équilibre est plus utile que l'excès. Il reste une sensation dont on parle rarement, les jambes lourdes pendant l'affûtage. Certains coureurs diminuent leur entraînement et s'attendent à se réveiller immédiatement avec des jambes extraordinaires. 2 jours plus tard, ils se sentent mous, engourdis ou moins rapides. Ils paniquent et ajoutent une séance. Ces sensations ne permettent pas toujours de prévoir la performance du jour J, le changement de charge, l'attention excessive portée au moindre signal et le stress de la compétition peuvent modifier tes perceptions. Ne reconstruis pas tout ton programme à partir d'un mauvais footing de 30 minutes. Une séance moyenne pendant l'affûtage ne signifie pas que tu as perdu ta forme. Elle signifie seulement que tu as réalisé une séance moyenne. Ton objectif n'est pas de gagner tous les entraînements de la semaine. Ton objectif est de réussir la course. La veille, faut-il courir ou se reposer complètement? Il n'existe pas une seule réponse valable pour tout le monde.
Si tu as l'habitude de courir 4, 5 ou 6 fois par semaine, un footing très court avec quelques accélérations relâchées peut t'aider à conserver de bonnes sensations. Si tu cours seulement 2 ou 3 fois par semaine et que tu te sens mieux après une journée de repos, il n'existe aucune obligation de faire un footing la veille. La bonne décision est généralement celle qui ressemble le plus à ce que tu as déjà testé. L'affûtage ne doit pas devenir une expérience scientifique improvisée sur ton propre corps. Avant de résumer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement notre guide sur les séances combinées. Tu découvriras comment associer plusieurs allures dans une même séance pour stimuler les qualités utiles sans accumuler une fatigue disproportionnée. C'est particulièrement intéressant pour construire une préparation plus maîtrisée et arriver ensuite à l'affûtage dans de meilleures conditions. Le lien se trouve dans la description. Si nous résumons, l'affûtage consiste principalement à diminuer le volume de ton entraînement tout en conservant quelques rappels d'intensité. Pour un 10 km, 5 à 10 jours peuvent suffire. Pour un semi-marathon, compte généralement entre 1 et 2 semaines. Pour un marathon, un trail long ou un ultra, 2 à 3 semaines peuvent être nécessaires selon ton volume et ta fatigue. Plus la course est longue et plus les dernières grosses sorties doivent être éloignées du départ. En trail, tu dois également réduire le dénivelé et surtout les descentes qui provoquent d'importants dommages musculaires. Tu conserves une alimentation familière, tu ne diminues pas brutalement les glucides, tu protèges ton sommeil et tu n'introduis aucune nouveauté. Mon avis est simple. Un bon affûtage ne transforme pas miraculeusement un entraînement insuffisant en préparation parfaite. En revanche, un mauvais affûtage peut empêcher une excellente préparation de produire le résultat attendu. Le message central à retenir est donc celui-ci. Pendant les derniers jours, tu ne cherches plus à devenir meilleur. Tu cherches à arriver suffisamment frais pour montrer le niveau que tu as déjà construit. Maintenant que tu sais comment réussir ton affûtage, tu peux t'attaquer à l'autre grande décision qui conditionne ta course. Choisir une allure de départ que tu seras encore capable de tenir dans la deuxième moitié. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas la manquer et partage cette vidéo avec le coureur ou la coureuse qui prévoit toujours une dernière grosse séance pour se rassurer.